Pierre nous accueille dans son studio photo fraîchement aménagé. En effet, il est photographe, mais aussi réalisateur d'une série, et de temps en temps, il se transforme en zombie. À la question « Comment expliquer la mort à un enfant ?», Pierre répond simplement. Parce qu'il y a une phrase d'un acteur que j'aime beaucoup dans un court-métrage de Jeunet, qui s'appelle Foutaise, et c'est avec Dominique Pineau, et Dominique Pineau il dit J'aime pas l'idée qu'on dort un tiers de sa vie, mais j'aime bien l'idée qu'après la mort, ce sera pas pire qu'avant la naissance. Il y a quelques années, Pierre a développé Autopsie, une série de photos qui lui a permis de mieux se comprendre. Il nous raconte le déclic. Je faisais des photos pour Suicide Girl, qui sont des photos en plus de striptease. Et en fait, à un moment, dans un des shoots, le modèle est passé derrière la vitre de la douche, et je me suis dit, là il y a un truc intéressant. Du coup, ça me rend curieux. Et c'est le genre de vitre où plus on se colle à la vitre, plus on est net, et plus on recule, plus les formes, les couleurs, les lumières se déforment. Donc naturellement, ça donne un visage un peu tiré en arrière. Et sans coller le buste ou quoi, mais en se rapprochant quand même de la vitre. Et j'ai fait des photos comme ça, et en fait le rendu me plaisait. À la base, ce projet, c'était vraiment sur l'image qu'on a de soi. C'est-à-dire que je voulais prendre en photo des gens qui peut-être se posaient des questions sur leur corps, sur comment ils se voyaient. Et loin des codes sociaux, du parfait, du tout propre, du tout lisse, du pas de défaut, bah justement, là, tu es une montagne de défauts. Tu es nu face à moi, même ton corps est déformé par cette vitre-là et tout. Mais à chaque fois que je faisais une photo, je retrouvais un petit quelque chose ultra personnel à chacun. Et ça a été très intéressant. Une fois que j'ai eu tout ça, le projet en fait s'emballait. Je suis monté jusqu'à beaucoup de modèles, mais il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas vraiment de fin logique. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est prendre en photo mon père. Et ça, j'ai eu des rapports avec mon père qui sont particuliers. Pas en mal du tout, mais j'ai eu des rapports qui étaient très dans le fait de l'idolâtrer. Voilà. Mais j'arrivais pas à trouver quelque chose qui fasse qu'on se ressemble vraiment, à part dans certaines tranches de comportement. Je l'ai pris en photo, là, et c'était quand même quelques années après l'avoir vu frôler la mort. Et mon père a fait une crise d'épilepsie qu'on a apparentée à une crise cardiaque. Et je suis resté 20 minutes au bout du chemin de chez moi à la campagne pour que les pompiers ne se trompent pas. Et du coup, pendant 20 minutes, mon père était mort. Il a fait une crise cardiaque et il n'y avait personne qui était là pour l'aider. Donc ça a été très dur. Et à partir de ce jour-là, et un peu après, je me suis mis à la photo, j'ai toujours eu très besoin de prendre mon père en photo. Ma mère, pas du tout, mais mon père, oui, c'était un besoin, c'était une évidence. Et ça a été la première fois où j'ai osé lui demander ça. Peut-être aussi pour l'immortaliser d'une certaine façon. Et une fois que je l'ai pris en photo, j'ai pris mon frère en photo, j'ai pris ma soeur en photo et je me suis pris moi en photo. Et finalement, là, j'ai eu fini ma recherche. La vraie série se présente comme ça. Nous sommes tous les quatre au centre. Et mon père et moi, on est au centre de la photo. Et c'est là où j'ai découvert des similitudes corporelles, ce qui m'a beaucoup aidé psychologiquement. Et tout autour, on va avoir un amas comme un bâtiment de toutes les autres personnes qui ont voulu se poser ces questions. Pierre nous explique que pour lui, la photo trompe la mort. Elle fige un moment, une scène, et la garde en vie sur papier glacé. Puis il nous parle de ces artistes qui se servent de la mort comme matière première. André Cyrano, qui a repris un style de photo qui existe depuis très longtemps, qui est la photo mortuaire. Où à l'époque, c'était aussi normal de faire de la photo mortuaire que aujourd'hui de faire de la photo d'identité. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des familles, des photos de famille, où l'on peut voir par exemple 4 enfants qui sont debout, qui sont habillés, qui se présentent. Mais sur ces 4 enfants, il peut y en avoir un mort, ou 2. Mais on fait comme une photo de famille, parce que finalement, ce n'est que le fonctionnement du corps qui a disparu. L'image est encore là. La photo de mortuaire de Victor Hugo est magnifique.
parce qu'il est sur son lit de mort, mais il est bien habillé, avec la couette qui revient, très christique. Mais après, par exemple, André Serno, lui, est allé dans une morgue et a pris en photo des gens où on ne demandait pas, on ne venait pas les chercher. Du coup, il avait tous les droits de disposer des corps comme il le souhaitait, de les prendre en photo comme il le souhaitait. Et dans ces photos-là, il y a une photo d'un visage d'une femme, il me semble. Si on ne sait pas que cette personne est morte, je ne pense pas que c'est évident pour le spectateur. Peut-être qu'au bout d'un moment, la question va se poser, parce que la photo est quand même très étrange. Mais à aucun moment, je pense, on se dit c'est évident, cette personne est morte. Parce que ça n'existe pas, la flamme qui disparaît dans l'œil de quelqu'un. Je pense que si tu mets quelqu'un en face de toi, et qui est mort avec les yeux focalisés sur un point, et que tu te trouves à cette distance-là, tu auras la sensation qu'il te regarde. Pour aller plus loin, il y a le travail de Whitkins. Quand il était très jeune, en fait, il y a eu un accident de voiture qui s'est passé devant lui. Et de façon très glauque, une tête de jeune fille de 6 ans a roulé jusqu'à lui. Ça l'a marqué de façon très très forte. Et en fait, il a travaillé sur la difformité du corps ou la mort. Et il habitait à Albuquerque, donc près du désert américain et de toutes ces tombes qu'on pouvait retrouver même dans le désert. Et où il a déterré des cadavres comme ça, des cadavres d'animaux, des cadavres d'êtres humains, qu'il a utilisés comme nature morte, au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il a remonté des tableaux comme ça, et l'un des plus connus, ça va être Le baiser de Whitkin. Et c'est un travail qui est complexe, qui est particulier, et qui, je pense, ne plaît pas à tout le monde. Mais en même temps, justement, c'est les questions qu'elle pose, c'est mais oui, ça me choque, je sais pourquoi, mais on peut en arriver à un point aussi en disant c'est extraordinaire, c'est beau, c'est tout ça, mais c'est comme ça que j'ai en face des yeux. Du coup, est-ce que c'est moi qui suis pas normal, ou est-ce que c'est lui qui a rendu une chose que tout le monde voit comme dense, horrible ou quoi, presque belle? Rendre vivants des corps morts ou habiller de la mort des corps vivants. 2 approches pour apprivoiser la faucheuse. Pierre s'est expérimenté à la deuxième. Alors au départ ça n'avait pas de rapport avec la mort, parce que c'était juste un jeu, c'était juste chouette de se coller du latex sur la tronche et de faire peur à des gens dans des conventions et que tout le monde soit genre ah, c'est génial, et c'est la culture geek et c'est à partir de Romero pour les amoureux du cinéma, et ça va continuer pour du Walking Dead pour ceux qui aiment le comics. Après tout un tas de jeux, même pour les Resident Evil, pour les gamers et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, le zombie a une place dans la culture geek, entre guillemets, au sens large du terme, impressionnante. Mais après, au fur et à mesure, finalement, de voir ça, je me suis intéressé aussi à d'autres choses qui sont sorties dans le cinéma, ou même nous, qu'on a fait avec des amis, c'est-à-dire qu'on a fait une web-série de 12-13 épisodes, où effectivement, on traite, on est dans un monde de nos jours. Il y a eu une catastrophe dans les années 50, un virus, un zombie qui est né, et l'homme qui a lâché ce virus, qui était Francis Roseberry, travaille avec sa femme, Amber Roseberry, qui elle n'a pas été atteinte, mais a refusé d'abattre son mari, et du coup a réussi à trouver un sérum qui permettait de combattre plus ou moins cet effet. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un monde où les zombies existent, c'est un fait, mais ce produit leur permet de garder un comportement humain, de réfréner leur besoin de se nourrir d'êtres humains et tout ça, et du coup on revient à la question mais ce sont des êtres humains qui pensent comme des êtres humains, donc il faut les ramener dans la société, et au fur et à mesure ils gagnent des droits, puis machin, et puis ils peuvent travailler s'ils sont suivis. Voilà. Donc ça a été finalement, on a essayé de traiter aussi la mort, pas comme une fatalité, mais comme presque une option, je dirais, en plus. Et qu'est-ce que ça peut amener dans les comportements, dans l'acceptation, dans tout ça. Donc, pour moi, il y a eu ça. Et après, il y a aussi, par exemple, la série In the Flesh, qui est une série british extraordinaire, qui est un peu sur ce même principe-là, des gens qui ont été contaminés, mais qui, grâce à des produits, arrivent à maintenir un niveau de vie. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça traite du deuil. Par exemple, pour avoir une famille que leur fils a été dans ce cas-là, mais par ce produit, il est encore humain, mais la famille sait qu'il est mort. Leur fils est mort, mais il est quand même en face d'eux en train de parler. Du coup, est-ce que je l'accepte comme ça, ou est-ce que je le vois comme une punition? Enfin, on en traite de plus en plus grâce au monde du zombie. C'est aussi pour ça que c'est très intéressant, parce que c'est pas juste des personnages qui font des bruits dégueulasses, qui suintent, suppurent et font peur. On essaie de l'utiliser de façon plus philosophique, encore une fois.
Nous avons demandé à Pierre si la mort était utile. À cette question, il a eu plusieurs réponses, dont une qui parle de jardinage. D'un point de vue le plus brut possible, au final, un corps mort va se décomposer, va nourrir quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Donc, peu importe ce qu'il y a avant, en termes purement matériels, il y a une utilité, parce qu'il y a un cycle. Après, ça peut faire évoluer des gens, ça peut faire évoluer des idées, ça peut faire évoluer des pensées, ça peut détacher aussi les gens d'une chose. C'est aussi le moment où tu te dis, ça y est, je peux passer à autre chose. Donc c'est dans tout un tas de points, aussi bien positifs que négatifs, ça peut marquer un départ ou une fin de quelque chose. Donc en soi, on peut y trouver une utilité, chacun y trouve l'utilité qu'il veut. Mais en ce moment, ils le font de plus en plus. C'est soit des espèces de sacs où on vient greffer une graine d'arbre, où on utilise les restes humains comme engrais. Et je trouve ça absolument brillant. Je préfère à la limite faire des forêts complètes de gens plantés comme ça. Tu vas dans une forêt comme ça, tu montes un pique-nique, tu t'amuses, tu te balades, tu fais voilà. Et tout, et que cet enfant-là, tu lui expliques que sous nos pieds, sous chaque arbre, il y a quelqu'un qui est mort et qui nourrit cet arbre pour que cet arbre grandisse. Et quoi. Déjà, tu expliques au gamin que ce n'est pas une fatalité, c'est pas tu meurs, puis plus rien. Il va y avoir presque une utilité à ça en fin de vie. Et même, finalement, au gamin, tu présentes des arbres qui peuvent être de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes couleurs. Je trouve ça déjà plus tendre et même moins désagréable à entendre.